Un moment historique pour le Canada. Saliba avec une frappe en se retournant. Tour du chapeau! L'équipe signe sa première victoire à la Coupe du monde. Puis gagner de cette façon-là, c'est extraordinaire. On est incroyable, 6-0, on les a dominés. 2 cartons rouges, 6-0, c'était incroyable. Également ce soir. Je suis arrivé au moment où j'ai besoin de passer à autre chose, de retrouver ma famille. Jamais 203, un autre ministre de la CAQ claque la porte cette semaine. Il y a un renouveau qui s'opère, c'est normal. On arrive au terme d'un engagement, d'un cycle. Et en vacances pour l'été, les libéraux ajournent la session parlementaire à Ottawa. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonsoir tout le monde. Tout le pays célèbre la première victoire du Canada en Coupe du monde de la FIFA. L'équipe canadienne qui a dominé celle du Qatar pour l'emporter 6-0 à Vancouver devant 50 000 spectateurs, presque tous vêtus de rouge. Seul ombre au tableau, bien sûr, la blessure d'un joueur vedette, le Québécois Ismaël Koné. On trouve tout de suite notre équipe qui est en direct du Time Out Market à Montréal où plusieurs partisans étaient réunis pour regarder le match. Alors Lily, il faut dire qu'il s'agit d'un moment quand même historique là, pour les amateurs de soccer. Oui, c'est du jamais vu parce qu'il faut le dire, le Canada a perdu tous ses matchs lors de ses 2 dernières participations à la Coupe du monde, soit en 1986 et en 2022. Et la semaine dernière, premier pas en avant avec un point qui a été marqué lors d'un match nul contre la Bosnie-Herzégovine. Mais là, ce soir, première victoire du Canada en Coupe du monde à Vancouver en plus. Donc, c'est un grand moment. Et le match a captivé les gens qui étaient ici au Time Out Market au Centre Eaton à Montréal. Par contre, ce qui laisse sur une note triste, c'est la blessure du joueur vedette, le joueur québécois Ismaël Koné, qui s'est probablement fracturé la jambe. Donc, les gens, les partisans étaient tristes de cette nouvelle, mais quand même assez contents du résultat du match. On est incroyable, 6-0, on les a dominés. Je peux pas dire avec des mots comment je me sens. C'est un moment historique, vraiment historique. Franchement, c'est un très beau match que vous avez fait. Je dirais pas mieux que la France, mais on s'améliore. Ça fait du bien, là. C'est une grosse victoire. C'est dommage pour Koné, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines rondes. J'ai de la peine pour Ismaël encore. Et on va gagner contre la Suisse, espérons. Franchement, c'était un massacre. Pour vrai. 2 cartons rouges, 6-0, c'était incroyable. Mais au moins, on a vu comme le jeu du Canadien, c'était très haut niveau. Oh, je suis content pour le Canada. Mais oui, je suis très content. Bon, Lily, même si Montréal n'accueille pas de match, il y a quand même des retombées économiques intéressantes pour les restaurateurs. Oui, effectivement, tu l'as dit, même si Montréal n'accueille pas de match, contrairement à Toronto ou Vancouver, eh bien, les restaurateurs bénéficient des retombées économiques parce que plusieurs bars, plusieurs établissements qui offrent des parties de visionnement. Et ça donne aussi, il faut le dire, un nouveau souffle à ces établissements depuis la fin des séries éliminatoires au hockey, qui en avait beaucoup bénéficié des gens qui venaient visiter les bars. À ce sujet, on écoute le directeur général du Time Out Market. C'est formidable parce qu'on est capable de réunir toutes les communautés de Montréal et donc c'est très festif. Les gens viennent regarder à travers de notre écran géant les matchs de Montréal, enfin de la Coupe du Monde. Et donc ça permet à tout le monde de supporter sa propre équipe. Chaque année, on sent que ça augmente. On était déjà présent pour la dernière Coupe du Monde et là on sent que dès le départ il y a beaucoup d'engouement. Donc je pense que vraiment ça devient de plus en plus populaire, oui effectivement. Le Canada va disputer son dernier match du groupe B contre la Suisse mercredi prochain. Merci beaucoup, Lily. Alors oui, le prochain match du Canada, c'est donc le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, on va parler politique. Les journées se suivent et se ressemblent pour la CAQ cette semaine. Un troisième ministre qui va quitter la politique après Éric Girard mardi. Jean Boulet hier. C'était au tour de Mathieu Lacombe d'annoncer aujourd'hui qu'il ne va pas solliciter de nouveau mandat. Après 8 ans à l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Culture et des Communications dit vouloir maintenant passer plus de temps avec ses 2 enfants. Une nouvelle qui fait quand même pas mal réagir le milieu culturel québécois. Marie Cassimard. Servir les gens de mon pays, comme le chante Vigneault, aura de loin été
le plus grand honneur de ma vie. C'est sur ces paroles de Gilles Vigneault que le ministre de la Culture et des Communications a annoncé sa démission aujourd'hui. Je suis arrivé au moment où j'ai besoin de passer à autre chose, de retrouver ma famille et de retrouver une vie un peu plus normale. Je vous annonce donc que je ne solliciterai pas de nouveau mandat en octobre prochain. Mathieu Lacombe était âgé d'à peine 30 ans lorsqu'il a été élu la première fois dans la circonscription de Papineau. Et de ministre responsable de la région de l'Outaouais, avec honnêteté et justice. On lui a confié aussitôt le ministère de la Famille du Québec, une fonction qu'il occupera jusqu'en 2022. Et c'est à partir de cette année-là qu'il va devenir le ministre de la Culture et des Communications. Il était là longtemps. Tu sais, pour nous, en culture, il faut toujours, souvent, pour recommencer, de bien expliquer. C'est un écosystème qui est complexe. Bien, j'ai texté pour dire qu'il avait été un excellent ministre de la Culture, que j'étais fier de collaborer avec lui, parce que je trouve que, tu sais, c'est rare. Souvent, les gens, on est plus portés à critiquer les politiciens qu'à souligner leurs bons coups. Et dans son cas, je pense que ça a été un des très bons ministres de la Culture que le Québec a reconnu. Il faut souligner qu'on a vraiment eu un ministre qui a été présent, engagé, qui a réussi aussi à bâtir une relation de confiance avec le milieu culturel. Puis il faut dire que quand il est arrivé, les choses étaient beaucoup plus corsées. Comme tout bon politicien, il n'a pas échappé nécessairement aux critiques. Durant son dernier mandat, il y a des milliers d'artistes qui ont manifesté devant son bureau afin d'obtenir un meilleur financement pour le Conseil des arts et des lettres du Québec. Un combat qu'il a finalement gagné. Il a livré. Il a assuré, la demande était de 200 millions. Le résultat a été 200 millions pour le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je vous dirais qu'il y a peut-être un petit dossier, et je me doute que même le ministre Lacombe doit être déçu que ça ne se soit pas réglé en faveur plus clairement pour la culture. C'est tout ce qui concerne les sorties scolaires. La nouvelle réforme qui est en train d'être faite en éducation vient fragiliser quand même des acquis puis l'accès à la culture. Un des derniers, mais aussi un des plus importants chantiers qui lui reste à défricher est celui sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec. C'est vraiment à cause de Mathieu Lacombe que j'ai dit oui, parce que j'ai senti qu'on avait un ministre qui serait un porteur de ballon, qui avait des convictions, qui ne faisait pas ce groupe de travail-là juste pour s'acheter du temps ou pour donner l'impression qu'il réfléchissait à un sujet. C'était vraiment quelque chose qui l'habitait. Il faut savoir qu'il fait partie des députés qui ont soutenu la candidature de l'actuelle première ministre Christine Fréchette dans sa course à la chefferie. Je veux saluer l'engagement de Mathieu Lacombe, également Jean Boulet, parce que ça a été des acteurs très investis dans les dernières années, plusieurs années d'ailleurs. Et je veux saluer ça parce que c'est un investissement plein et entier. Lors du dernier remaniement ministériel, la première ministre a fait de la place à plusieurs jeunes. On est quand même 6 de 40 ans et moins au sein du Conseil des ministres. Avant, Mathieu était longtemps l'un des plus jeunes. Donc, ça fait du bien aussi de voir une jeunesse se réinstaller. Donc, je suis confiante qu'on va aller chercher des candidats aussi de qualité. Je mesure plus que jamais à quel point c'est vital que des gens s'engagent et se battent pour le Québec, parce que c'est pas toujours facile de défendre notre nation. À Montréal, Marc Castimard pour Nouveau Info. Et on fait le point avec notre collaborateur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Marie-Claude. On va revenir sur le fait que c'est un troisième départ en 3 jours seulement. Mais d'emblée, j'ai envie de t'entendre parce que Mathieu Lacombe, visiblement, il était très, très apprécié là, dans le milieu culturel. Tout à fait. Un homme qui a su faire sa marque dans le milieu culturel de par son écoute, de par son affection réelle aussi pour la culture québécoise. Et il a été très à l'écoute des artistes. On a pu entendre les réactions toute la journée aujourd'hui. Et ça lui a permis de justement laisser sa marque. Et c'est peut-être ça aussi qui l'a convaincu de retourner, comme il le dit, à une vie plus normale. Parce qu'à un moment donné, on doit se poser la question, quel est mon legs en politique? Pourquoi je suis venu? Et probablement que dans le cas de M. Lacombe, il était justement satisfait du travail qu'il avait accompli. Il avait de quoi être fier. Et pouvoir partir à ce moment-ci était une bonne chose dans ce temps-là. Un peu comme M. Boulay, on avait quand même l'impression que M. Lacombe allait se représenter. Alors là, des ténors du parti qui annoncent qu'il ne se représente pas aux prochaines élections. On est à la veille d'un déclenchement électoral. Pour le gouvernement de Mme Fréchette, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a deux côtés possibles à la médaille, Marie-Claude. Il y en a qui vont dire que Mme Fréchette perd des joueurs importants, mais en même temps, elle acquiert des opportunités de se renouveler. Et ça peut être très intéressant dans son cas parce que le grand défi de Christine Fréchette, c'est de représenter une nouveauté sans changer de parti. Et à ce niveau-là, d'avoir des gens qui ont été très visibles, hein, oui, des gens appréciés, mais par exemple, M. Boulay a fait des batailles importantes avec le milieu syndical, M. Lacombe était sur toutes les tribunes. D'avoir des gens très visibles qui quittent et qui peuvent être renouvelés par de nouveaux visages, ça donne une opportunité à Mme Fréchette, justement, de recruter, de se renouveler et de changer son image. Mais est-ce que c'est quand même un peu surprenant, donc, ces 3 ministres-là qui avaient appuyé Mme Fréchette? Et on est dans un contexte où, quand même, la CAQ fait pas si mal. Tous les sondages annoncent présentement une course à 3.
Oui, Marie-Claude, tout à fait. Mais vous savez, avant que la session finisse, c'est dur pour les ministres d'évaluer s'ils veulent vraiment continuer. Et aujourd'hui, on se rembarque pour 4 ans. La question que les ministres-là se posent, c'est est-ce que j'ai encore cette énergie-là? Vraisemblablement, il y en a plusieurs qui ont dit non, pour moi, c'est le temps d'arrêter. Et c'est une bonne chose de se renouveler comme ça en fin de mandat. Rappelez-vous, dans le temps, on avait tendance à avoir des démissions en plein milieu des sessions, en plein milieu des législatures. Maintenant, ça arrive à des fins de mandat, ce qui fait que oui, il y en a plus, mais elles sont tout à fait normales. On va parler un peu du fédéral, alors que c'était la fin de la session aussi à Ottawa aujourd'hui. Un petit peu en avance, d'ailleurs? Oui, on a fini 24 heures avant parce que du côté du gouvernement, on était très satisfait d'ailleurs du travail parlementaire. 21 projets de loi qui ont été adoptés à Ottawa. On était hyper actifs. On a aussi coupé un peu les coins ronds sur les procédures du côté des libéraux. Donc, on finit cette session-là critiquée, mais du côté des libéraux, on peut se dire qu'au moins, on a livré beaucoup de projets de loi, notamment Maison Canada, les projets prioritaires, des projets de loi en justice. Donc, un menu parlementaire assez rempli. Peut-être un peu en profitant justement de la transition du gouvernement minoritaire à majoritaire? Oui, tout à fait. C'est un grand changement. On n'a pas encore fini d'en parler puisqu'il y aura des élections partielles à l'automne qui pourraient même remettre en question cette majorité. Mais à ce moment-ci, les libéraux sont dans une position intéressante. Ils auront l'été justement pour préparer ces élections partielles et pour préparer un budget à l'automne qui, lui, sera important. Rappelons-nous que le 1er juillet, on s'attend à ce que les États-Unis mettent en renouvellement la CEUM. Et ça va changer la donne parce que Mark Carney, les Canadiens vont l'attendre dans le détour avec des résultats. Merci, Victor. Bonne soirée. Bonne soirée. On fait un retour à l'international maintenant. L'Ukraine qui a mené ce matin sa plus importante attaque de drone sur Moscou, la capitale russe. Plus de 200 engins ont été lancés, visant principalement une importante raffinerie. Des frappes qui ont causé de nombreux incendies. Un immeuble aussi à logement a été bombardé. 17 personnes ont été blessées, dont 2 enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était à Bruxelles aujourd'hui pour le sommet de l'Union européenne. Il a demandé plus de missiles, de munitions et de drones à ses alliés européens. Au sujet maintenant de la fin de la guerre en Iran, les États-Unis ont annoncé la levée de leur blocus sur le détroit d'Ormuz, décision prise au lendemain de la signature d'un protocole d'entente avec l'Iran. La signature de ce protocole d'accord doit être d'ailleurs officialisée demain en Suisse, une entente qui doit mettre fin immédiatement aux opérations militaires, dont celle au Liban. D'ailleurs, le vice-président J.D. Vance a annoncé aujourd'hui que les États-Unis allaient diminuer le nombre de troupes sur le terrain au Moyen-Orient. The drawdown contemplated, again, this is the final deal. This is assuming that the Iranians comply, that they give us verification, that they take real, substantial conduct towards this peace agreement. What we're saying is that we will withdraw troops to the pre-conflict level, meaning we're not going to keep a couple of extra aircraft carrier groups over there. The Iranians don't want that. Frankly, we don't want that either. Après la pause, une nouvelle aide plus que bienvenue. Un projet de logement dédié aux femmes qui sont vulnérables et aussi à leurs enfants ouvrira bientôt ses portes. On va aller faire un tour maintenant à Trois-Rivières où les gestes de vandalisme commis contre le Centre culturel musulman préoccupent la communauté. Les événements survenus mardi s'accompagnent aussi de commentaires haineux sur le web. D'ailleurs, le maire de Trois-Rivières appelle au calme et dénonce les gestes. Les détails avec Coralie Morancy. Je veux pas un autre mauvais souvenir tel que vécu à Québec. À la suite des actes de vandalisme qui ont visé le centre culturel islamique de la Mauricie, l'inquiétude est présente. Derrière moi, on peut encore voir les traces des fenêtres qui ont été endommagées la nuit de mardi. Non, la communauté, elle me partage leur peur et leur manque de... Ils se sentent plus en sécurité. C'est des vitres, c'est pas grave, ça se répare. C'est juste du monétaire, là. Mais je veux pas arriver à qu'il y a des agressions physiques contre notre communauté. Selon les images de surveillance, une personne au visage couvert aurait lancé plusieurs objets contre le bâtiment religieux. Un policier qui s'est rendu sur place a récupéré certains éléments de preuve qu'on ne peut divulguer là, pour pas nuire à l'enquête. Et bien, ça va servir justement à déterminer mettons, les circonstances là, qui entourent cet événement-là. L'inquiétude ne vient pas seulement des dommages causés au bâtiment. Les nombreux commentaires négatifs publiés sur les réseaux sociaux alimentent le sentiment d'insécurité chez plusieurs membres de la communauté. Ça m'attriste d'en arriver là, à la ville de Trois-Rivières et en Mauricie, là, parce que je m'attendais pas. Je m'attendais à de la solidarité. Je m'attendais pas à des commentaires vraiment qui dépassent. C'est inacceptable. Peux-tu respirer par le nez, là? Moi, j'ai le goût de proposer à quelques-uns d'aller prendre des vacances, allez dans le bois, allez vous promener, détendez-vous. Vous allez voir, ça va faire du bien, puis il n'y a pas de raison. Ça n'a pas de raison d'être. Les commentaires sont
complètement dégueulasse. C'est des gens qui littéralement applaudissent. Il y a des gens qui disent qu'ils auraient dû faire plus. Je ne vais pas les répéter ici. On encourage franchement la violence à leur égard. Et franchement, le fait qu'il y a peu de dénonciations ou pas assez de dénonciations, ça laisse planer l'idée que peut-être c'est un peu acceptable. Quelqu'un qui ferait une menace, là, une incitation à la haine, si c'est rapporté au niveau du service de police, assurément que ça va être pris au sérieux. Il va y avoir une enquête par rapport à ces allégations-là et bien, il pourrait y avoir des suites, là, que ce soit des accusations ou quoi que ce soit, là, qui pourraient être portées par la suite. Alors que l'enquête suit son cours, le président du Centre culturel islamique croit que certains éléments méritent d'être clarifiés. Il invite les citoyens à ne pas tirer de conclusions trop rapidement. On n'est pas pour les choses qui se passent à Montréal, les prières de rue, ces choses-là. On a nos mosquées, on est bien équipés, on est bien accueillant, c'est propre, c'est un lieu décent. Les gens, des fois, là, ils font même des fausses associations. Là, ils pensent que c'est eux qui ont organisé la prière sur le terrain privé de l'hippodrome. C'est pas le cas. C'est un autre groupe qui a organisé ça. Puis même là, c'est un événement privé qui n'a pas fait de mal à personne. Fait qu'à un moment donné, là, faut descendre un peu. Là. On comprend là, que des fois, dans le monde des médias sociaux, c'est très polarisé. Là. Mais dans la vraie vie, il faut apprendre à vivre ensemble puis à se respecter. Point à la ligne. Là. Un rassemblement est prévu samedi matin afin de permettre aux membres de la communauté de se rassembler et trouver une solution. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Québec va verser 12,5 millions de dollars supplémentaires aux organismes qui œuvrent en itinérance, mais certaines d'entre elles pensent que oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais que c'est loin d'être suffisant. Depuis 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance visible a augmenté quand même de 20 %. Le seuil des 12 000 a d'ailleurs été franchi plus tôt cette année. Près de 30 % sont des femmes, un chiffre qui tend lui aussi à augmenter. Par ailleurs, il y a un nouveau projet de 100 logements dédiés aux femmes vulnérables qui va ouvrir ses portes le 1er juillet à Montréal. Certaines unités vont même pouvoir accueillir des mères monoparentales et leurs enfants. Il s'agit d'une première au Québec. Lila Mouche. Pas juste l'hébergement, mais le logement, accès à un chez-soi décent, sécuritaire, avec soutien, c'est un luxe. Ça n'existe pas autant qu'il devrait, puis avoir accès à ça est très difficile. Les prix, les coûts des loyers sont exorbitants. Madame Tout-le-Monde n'y a pas accès. C'est un nouveau centre d'hébergement pour femmes vulnérables qui verra le jour à Montréal. Et pour des raisons logiques, je ne partagerai pas la localisation. Voilà. Donc la femme, elle aura sa chambre indépendante, équipée de tout. Il y a des femmes qui viennent juste avec un sac. Ben, ici, on lui offre tout ce qu'elle a besoin pour l'héberger. Cette résidence de 96 logements est dédiée aux femmes seules, proches aidantes ou aux familles monoparentales. La résidence est le premier projet de mixité socio-économique au Québec. La majorité des unités sont à 25 % du revenu de la personne, donc comme tout logement social. Puis, il y a une dizaine d'unités qui sont pour des femmes qui ne répondent pas aux critères du logement social, mais toute personne va contribuer au coût du logement, en fait. Et ça fait partie aussi de nos valeurs et de notre approche d'intervention, c'est d'autonomiser les femmes. Ça aura pris 6 ans du début du projet à son inauguration pour voir cette résidence sortir de terre. L'expression « ça prend un village », je pense que ce projet, c'est un bel exemple d'un village. Ça a pris beaucoup de différentes acteurs et actrices pour le réaliser. Ici, c'est une mission. Et comme j'expliquais à Nadia, la vie m'a donné. Maintenant, c'est à moi de redonner. Et c'est une situation où toutes les femmes pourraient se retrouver. Puis on ne sait pas quand. Ce que j'ai essayé de faire, c'est à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, de savoir si la femme qui va entrer dans cette pièce-là va être en mesure de se sentir en sécurité dans un lieu qui est lumineux, qui est vivant, puis aussi de voir est-ce qu'elle a un œil sur la sortie. Curieusement, moi, c'était toujours dans ma tête. Alors que la loi Gabironneau a récemment été adoptée à l'Assemblée nationale, le WAI des femmes insiste sur la pertinence de leur mandat. La pertinence de nos services est toujours actuelle. Désolée de le dire, mais c'est ça la réalité. De pouvoir offrir cette mixité sociale où on offre autant des logements
logements permanents que des logements transitoires avec soutien pour des femmes qui en ont besoin, pour des femmes qui sont seules, mais aussi des femmes qui sont proches aidantes, des femmes qui sont chefs de famille ou autrement dit, femmes monoparentales. Les appartements pourront accueillir les femmes en besoin de logement d'urgence, celles accompagnées d'enfants, mais aussi les proches aidantes et parfois pour du long terme, le tout dans le but de retrouver une autonomie. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Si vous êtes en train de planifier votre déménagement, il y a certaines étapes qui pourraient vous faire sauver de l'argent pour votre assurance habitation. La première étape importante, c'est d'appeler votre assureur avant la date de votre déménagement. Il faut que l'assurance fasse partie de ces étapes-là pour s'assurer qu'on comprend bien où est-ce qu'on est assuré présentement, qu'est-ce qu'on va assurer dans le futur, mais aussi s'assurer que l'assurance demeure valide là, pendant qu'on passe du logement A au logement B ou du logement A à la maison B. C'est pas toutes les polices d'assurance qui couvrent vos biens pendant le transport vers une autre résidence. Il peut y avoir certaines clauses si les biens doivent être entreposés entre les deux endroits. Avant le déménagement, c'est aussi conseillé de prendre quelques photos de vos objets de valeur avant de fermer vos boîtes. Ça va être plus facile ensuite de faire des réclamations en cas de vol, de perte ou de bris. Puis évidemment, il faut bien choisir le type d'assurance habitation si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un condo et même si vous êtes locataire. Une des choses qui est importante de toujours mentionner à votre assureur, c'est que vous êtes en colocation avec quelqu'un d'autre. La responsabilité civile va s'attacher à chacun des individus, puis typiquement, les biens vont se rattacher à chacun des individus. Parlons maintenant de protection du français. Près de 11 000 plaintes ont été déposées à l'Office québécois de la langue française l'année dernière. C'est un nombre record. L'organisme a publié ses données aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, c'est une augmentation quand même de 7 par rapport à l'année passée. La majorité des plaintes concernaient la langue de service, suivie de près par celle visant la documentation commerciale. Dans la moitié des cas, les signalements provenaient de la grande région de Montréal. Sport maintenant, la victoire des Knicks a été célébrée en grand aujourd'hui lors d'un immense défilé à New York. Selon les responsables de la ville, près d'1 million de partisans étaient réunis sur l'avenue Broadway à Manhattan. Les Knicks ont vaincu les Spurs de San Antonio par la marque de 94-90 samedi passé. Ça faisait 53 ans que le club de New York n'avait pas gagné le trophée Larry O'Brien. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Demain, on va surveiller les premières négociations prévues entre l'Iran et les États-Unis à la suite de la signature du protocole d'entente là-dessus. Bonne nuit tout le monde.